Vous savez tous qu'on a eu le plaisir d'accueillir le fonds Livre au Trésor il y a maintenant quelques années et qu'on essaie de développer le plus possible ce fonds et de le rendre vivant. Donc pour ce faire, on a récupéré on n'est pas plateforme fédérative, on est plateforme fédérative, donc on a eu un financement de la commission recherche pour acquérir des ouvrages, donc sur des thématiques qui sont définies par un conseil scientifique, donc thématiques qui tournent autour de la guerre, qui tournent autour de l'identité, enfin on a un certain nombre de thèmes. On a récupéré une labellisation auprès du ministère qui s'appelle Collection d'excellence, Collex. Donc on est identifié dans l'ensemble de l'enseignement supérieur comme un centre de ressources sur la littérature jeunesse, puisqu'on a la plus importante collection de littérature jeunesse après la Bibliothèque nationale de France. Et on fait des animations autour de ce fonds, des petits déjeuners livres au trésor. Donc ce sont des collègues chercheurs, des professionnels de littérature jeunesse, d'autres bibliothèques qui viennent présenter une thématique. Donc on a eu jusqu'à présent, je ne sais plus, trois cafés thématiques, 4, Francine, 3 ? Oui, 3. Donc on a eu Gilles Brugère qui est venu nous présenter un de ses petits personnages. On a eu Bérénice Vati qui est venue nous présenter les problématiques de lecture, c'était ça, de la petite enfance, les tout petits. Et le troisième... Il y avait eu Claude Poisson sur l'enfance. Voilà. Et puis, voilà. Et donc on va continuer à en faire régulièrement. Et on a également obtenu d'être porteur de ce projet GBOOK, de ce projet européen. Donc Mathilde, puisque c'est un projet qui est à la fois lié au laboratoire et à la bibliothèque, donc Mathilde est coporteuse pour la partie recherche. Et il y a un conservateur de la bibliothèque, Véronique Palancher, qui est coporteuse pour la partie bibliothèque. Et ce matin, donc, Mathilde va vous présenter plus précisément ce projet GBOOK. Voilà, écoutez, bonne matinée. Merci. Merci Annie. Et donc, bonjour à toutes et à tous, j'espère que je parle assez fort, n'hésitez pas à me le dire parce que je suis un petit peu enrhumée, donc je vais essayer de forcer un petit peu. Ça va, vous m'entendez au fond? C'est bon? Alors ça va. Donc, merci beaucoup de me donner la parole pour présenter ce projet qui s'appelle donc GBOOK et qui est un projet, comme l'a dit Annie, qui implique la bibliothèque universitaire de Paris 13 et c'est un projet qui a la particularité, qui est encore un petit peu rare dans l'université, d'associer vraiment très concrètement des chercheurs. Donc moi je fais partie du laboratoire Pléiade, qui est un laboratoire de lettres, sciences humaines, qui rassemble des chercheurs en littérature, en anglais, en civilisation américaine, en géographie, en histoire, en linguistique. Et là on travaille vraiment très très concrètement avec les collègues de la bibliothèque universitaire. Donc Annie a mentionné Véronique Palancher, il y a aussi donc, ceux qui sont présents ce matin, Francine Casas, Jonathan Perrin et Nolwenn Brianceau qui travaillent en équipe sur ce projet. Alors ce projet, je vais vous le présenter ce matin, je vais vous en présenter un petit peu les origines, les débuts et puis le déroulement et les premiers résultats, puisque c'est un projet qui n'est pas encore terminé, qui est vraiment en cours. Donc c'est un projet qui vise à promouvoir une littérature pour enfants, on va dire positive, du point de vue des rôles et des modèles de genre, féminin et masculin, donc des livres non sexistes, non stéréotypés de ce point de vue, afin de promouvoir une littérature pour enfants ouverte, plurielle, variée et caractérisée par le respect et aussi la valorisation des diversités. Je suis un peu devant en fait. Là c'est mieux. Pourquoi je suis devant l'ordinateur? Alors c'est un projet donc qui a été lauréat donc, du programme Creative Europe de l'Union européenne et qui dure donc 18 mois, qui a commencé en juin 2017 et qui va s'achever en décembre 2018. Donc voilà, comme je vous disais, là on est en phase dans une phase très très active de fin de projet.
de valorisation du projet et qui réunit donc 6 partenaires européens. Donc pour la France, c'est Paris, l'Université Paris 13, mais les autres pays, donc c'est l'Italie avec la ville de Forlì, l'Irlande, Dublin, l'Espagne avec Vigo, Sarajevo, Bosnie-Herzégovine, et Veliko Tarnovo qui est en Bulgarie. Donc 6 partenaires avec un partenaire particulier qui est donc Forlì, le campus de Forlì, plus exactement l'Université de Bologne, puisque c'est l'Université de Bologne qui est le chef de file de ce projet, qui en est à l'initiative. Et c'est l'Université de Bologne, une équipe donc, du centre METRA, qui travaille plutôt sur la traduction et la médiation des livres, mais aussi qui s'intéresse beaucoup aux questions de genre. C'est le centre METRA qui a conçu ce projet et qui a cherché des partenaires européens. Donc ils ont fait appel à nous, à Paris 13, sachant justement que nous avions ce fonds Livre au Trésor, qui est, comme Annie l'a rappelé, une particularité, puisque Paris 13 est la seule université à avoir un fonds de livres pour enfants actif, sur lequel on développe beaucoup de choses et qui est donc ouvert à la recherche comme à la formation, donc aux étudiants. Donc ce projet, je vous dis, a été sélectionné. Donc comment ça se passe? Eh bien, la Commission européenne finance un certain nombre de projets de recherche et de coopération culturelle. Donc nous avons candidaté, alors à l'époque on était en, je crois, octobre 2016, parce que tout ça, ça remonte du coup à quand même pas mal de temps. Donc nous avons candidaté à l'automne 2016 sur ce projet. Il y avait 430 projets et Gbook fait partie des 66 projets sélectionnés qui ont été présentés dans le cadre de cet appel qui, vous voyez, est assez sélectif. Et donc nous avons pu commencer à travailler à partir du mois de juillet 2017. Après les résultats qui sont arrivés en avril-mai 2017 à peu près. Donc je vous le disais, 6 partenaires européens. Donc l'idée est d'avoir une certaine diversité européenne avec des pays qu'on pourrait dire un petit peu piliers en Europe et d'autres qui y sont entrés plus récemment, comme la Bulgarie ou la Bosnie-Herzégovine, hein, des pays un petit peu en marge, mais pas du tout au sens négatif, hein, parce que c'est des pays extrêmement dynamiques, où il se passe énormément de choses, et où notamment au niveau culturel, comme à Sarajevo ou en Bulgarie, où je suis allée récemment. C'était vraiment assez impressionnant. Donc, les 6 partenaires européens que vous avez ici. Donc, vous voyez en fait sur cette présentation qu'il y a à la fois donc, des universités, comme l'université de Bologne ou l'université de Vigo en Espagne, l'université de Dublin ou l'université Paris 13, mais aussi des bibliothèques. Alors, soit des bibliothèques universitaires, comme c'est le cas à Paris 13, soit des bibliothèques publiques. Donc, par exemple, pour Sarajevo, c'est la bibliothèque publique de Sarajevo, ou pour Veliko Tarnovo, qui est une ville, une assez grande ville, même si évidemment nous ne connaît pas trop, parce qu'on ne connaît pas trop la Bulgarie, c'est vrai, moi la première. Une ville qui est à peu près à 250 km de Sofia, qui est une assez grande ville, et donc c'est la bibliothèque publique régionale de cette ville, qui est aussi assez importante. De la même manière, en Italie, à Forlì, les collègues travaillent vraiment en coopération avec la bibliothèque municipale de Forlì. Donc c'est vraiment une coopération chercheurs, bibliothèque universitaire, mais aussi bibliothèque municipale ou régionale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de particulier, au sens où ce n'est pas un projet de recherche classique comme les chercheurs ont l'habitude de faire, mais vraiment un projet de valorisation culturelle et de développement culturel. Alors, entre ces 6 partenaires se réunissent régulièrement, ce qui est la partie plutôt agréable du projet, je dois le dire. Ça nous permet de voyager. Alors voilà, ça ressemble. Il y a quand même pas mal de monde, certains sont ici. Donc par exemple, en octobre, nous étions réunis ici même. Voilà, c'est l'occasion évidemment d'échanger, de travailler, avec les problèmes linguistiques que ça peut poser, parce qu'évidemment, on est obligé de tous parler en anglais, alors avec des niveaux différents, mais on finit par y arriver. On finit même par parler un peu italien, un peu espagnol, un peu allemand, enfin bon, tout ça, ça se mélange.
c'est bien. Mais c'est vraiment beaucoup de travail et donc ça rassemble une équipe assez importante. Alors les objectifs de ce projet, quels sont-ils ? L'objectif principal est de créer un site multilingue, donc je viens de vous dire, là, les langues sont au principe de ces échanges, un site européen multilingue pour les livres pour enfants, rassemblant ces livres que nous avons identifiés, cherchés et étudiés. Donc ça s'adresse à des enfants entre 3 et 10 ans. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc ce site, à l'intérieur de ce site, je vais vous le montrer tout à l'heure, a été créée une bibliographie en ligne. Donc tout ceci est évidemment complètement libre d'accès. On verra tout à l'heure le site. Une bibliographie, une collection multilingue itinérante. Alors cette fois-ci, il s'agit de créer en fait, nous avons créé une collection, c'est-à-dire un ensemble de livres qui a été sélectionné dans les 6 pays. Donc en tout, il y a entre 50 et 60 livres qui circulent depuis le mois de juillet, alors qui ont commencé par la Bulgarie, je crois. Ensuite, ils étaient en Irlande et puis en Espagne. Là, ils viennent de quitter l'Espagne pour arriver en Italie. Et cette collection itinérante arrivera au mois de novembre, ici à Paris 13. Alors, ce n'est pas sans difficulté parce qu'au départ, on se dit on fait une liste de livres et tout ira bien. Seulement, acheter des livres bulgares depuis la France, par exemple, c'est quand même assez compliqué. Et l'inverse est vrai aussi. Donc, voilà, on est face à des difficultés quand même de circulation encore à l'intérieur de l'Europe, mais ça finit par fonctionner. Donc cette collection a vocation à bouger chaque mois dans chaque pays. Et le dernier pays où cette collection ira, c'est la Bosnie-Herzégovine, donc au mois de décembre. Et cette collection restera à la bibliothèque municipale de Sarajevo. L'autre objectif est de créer dans les bibliothèques, dans chaque bibliothèque partenaire, un espace réservé. Donc vous avez ici une petite idée du lieu où nous nous trouvons. Donc nous allons réfléchir à valoriser ces livres pour les mettre dans un endroit particulier, donc qui sera en fait ici, et bien identifiable. Et à partir de cela, de développer des activités, des événements pour les enfants, bien sûr, et pour les parents, mais aussi pour les enseignants, les bibliothécaires ou les étudiants, comme nous le faisons en fait ce matin. Voilà. Le dernier objectif du projet, que nous allons commencer vraiment à développer à partir de maintenant, qui n'est pas le plus simple, je vous le dis tout de suite, c'est d'essayer de créer des collaborations avec des maisons d'édition, c'est-à-dire d'essayer d'identifier des éditeurs dans chaque pays qui puissent être intéressés par ces thématiques liées au genre. Et nous avons préparé en fait une sélection de livres qui, d'après nous, mériteraient d'être traduits, alors traduits donc en français ou en espagnol ou en italien, etc., et qui sont tirés de la bibliographie. Donc nous tenons vraiment à ce que non seulement on puisse identifier les livres, y avoir accès, mais aussi à promouvoir des traductions entre les pays européens, puisque notre travail nous a montré qu'il existe parfois des livres absolument passionnants en Italie qui sont complètement inconnus en France ou inversement, et qu'il faudrait évidemment pouvoir les traduire. Et si tu permets, Mathilde, je voudrais juste ajouter qu'en fait, c'est pas si évident que ça, parce qu'on a vraiment épluché des sites de littérature jeunesse, des bibliographies. On a vraiment, donc les collègues, quand elles repèrent un livre, elles vont vérifier le contenu de son livre. Et on n'est pas sur une production si importante que ça sur cette thématique. Donc d'où l'utilité effectivement de faire traduire des livres et pourquoi pas d'être à l'origine aussi de publications sur le sujet, parce que la production n'est pas très importante, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Du coup, vous restreignez aux 6 pays ou il peut y avoir des livres dans d'autres pays que ces 6 pays ? Alors, il y a d'autres livres que ces 6 pays. Par exemple, l'Irlande s'est occupée quand même plutôt de la production, on va dire, anglo-saxonne. Donc, il n'y a pas que des livres irlandais, mais aussi des livres
britanniques. Alors, par exemple, à Sarajevo, ils ont eu beaucoup de mal à trouver des livres, leur production était assez réduite. En revanche, la bibliothèque de Sarajevo a un fonds américain très important. Donc eux, ils ont fait un travail par rapport au fonds américain. Et lorsque nous repérions un livre, s'il avait été traduit par exemple en français, un livre norvégien traduit en français, on l'a aussi intégré à la bibliographie. En revanche, on s'est posé la question par exemple pour des livres en allemand, qui est plutôt moi ma spécialité aussi de recherche. Mais finalement, on s'est dit que s'ils n'étaient pas traduits, ce serait très difficile parce qu'il faudrait que moi je les lise tous, que déjà j'y accepte, parce qu'on ne les a pas forcément, que je puisse les lire et en faire un compte-rendu. Parce que je vais vous expliquer justement comment on a fait la bibliographie. Alors, l'autre chose très importante, c'est que cette bibliographie, elle est encore ouverte. C'est-à-dire que pour des raisons de faisabilité, on va dire, il a fallu un moment qu'on se dise, bon, combien on en met, combien chaque pays en met, parce que sinon, c'était un travail absolument sans fin, parce qu'à chaque fois, on en trouve un nouveau, à chaque fois, il y a une nouvelle publication, et on a vu de la mettre. Donc à un moment, on s'est dit, bon, là, on s'arrête, donc c'était au printemps à peu près, vers le mois de mars, mars-avril, chaque pays en fait 80. Alors, parfois, c'est un crève-cœur, parce qu'on se dit, on voudra en mettre plus, mais bon, en même temps, comme l'a dit Annie aussi, si on applique vraiment les critères, finalement, des critères assez fins, bon, on a cette somme. Je vais le dire juste après. Oui, et donc, on a été obligé de s'arrêter à un moment pour pouvoir faire le travail. Mais il est évident qu'il en manque encore plein et qu'entre nous, à chaque fois qu'on voit un livre, on se l'envoie. D'ailleurs, on se dit « Ah, tiens, tu as vu, il y a ce livre qui vient d'être publié. » Et qu'on va alimenter au fur et à mesure cette bibliographie. Et même si l'alimenter, ça implique un travail derrière que je vais vous expliquer justement. Il ne s'agit pas juste de dire « Tiens, je fais 2 clics et je rajoute tel livre. » C'est un travail aussi quand même d'analyse et de commentaires. Alors, avant de vous expliquer comment on a vraiment créé cette bibliographie, avec quels critères, je vais dire juste un petit mot du contexte que mes étudiants connaissent déjà un petit peu, mais bon, on va le rappeler quand même pour tout le monde. Pourquoi finalement monter ce projet ? C'est parce que nous sommes partis du constat que, évidemment, la littérature pour enfants joue un rôle très important dans la formation des identités chez l'enfant et des identités de genre en particulier. Les enfants, tout comme en fait aussi des adultes, mais intériorisent, ont tendance à intérioriser les modèles qui sont présentés dans les livres et à s'identifier aussi aux personnages proposés. Et les livres pour enfants, d'une manière générale, mais je dirais presque comme les livres pour adultes, ils participent à la construction de nous-mêmes. Ça, c'est évident. On pourrait le dire aussi pour les adultes. Sauf que l'enfant a moins de recul critique que l'adulte. Et que l'enfant, souvent, ne choisit pas lui-même, ou rarement, sauf s'il va en bibliothèque tout seul, mais en général, ce sont des adultes qui sont les médiateurs entre le livre et l'enfant. Donc les livres pour enfants, maintenant, sont utilisés dans tous les lieux d'apprentissage et de socialisation, que ce soit les écoles ou les crèches, etc. Parallèlement à ça, plusieurs études ont été menées sur la place des filles et la place des garçons dans les livres pour enfants. Alors, selon une étude qui est assez récente encore, mais qui date d'il y a 2 ou 3 ans, alors par exemple, les filles constituent à peu près 38% des héros individuels de livres pour enfants. C'est-à-dire que si vous prenez le héros, le personnage principal, celui qui mène l'action, il y a une inégalité très importante. On est plutôt dans l'ordre de 38-40% pour les filles. Ça baisse encore plus sur la bande dessinée puisqu'on passe à 10%. Donc il y a vraiment un constat d'une inégalité. Les filles sont moins représentées et lorsqu'elles sont représentées, elles le sont aussi souvent dans des postures moins avantageuses que les héros masculins. Alors évidemment, le lecteur, il ne faut pas avoir une vision simpliste, dire que les lecteurs s'identifient, une lectrice fille s'identifie à un personnage fille. Une lectrice fille peut tout à fait s'identifier à un personnage féminin, mais on peut dire aussi l'inverse. Un garçon lecteur peut s'identifier à un personnage féminin. Mais bon, il se trouve que le fait qu'il y ait une plus grande représentation de héros masculins crée quand même une inégalité.
Donc le héros masculin, il est souvent plus présent, et c'est souvent lui qui va plus à l'aventure. Il est souvent plus turbulent, plus comique que les héroïnes, et surtout en bande dessinée, comme je disais. Bien sûr, il y a des exceptions, mais les exceptions ne doivent pas cacher une réalité qui est encore très, très importante. Pourquoi travailler aussi sur ces questions d'inégalité ? C'est aussi partie d'études qui ont montré que les violences à l'école ont quasiment toujours un fondement sexiste. Donc c'est vraiment des thèmes dont on parle de plus en plus actuellement, mais se dire qu'agir aussi contre le sexisme par le biais du livre pour enfants, en faisant la promotion de livres qui donnent une vision différente des rapports entre les hommes et les femmes, les garçons et les filles, ça peut être tout à fait intéressant, même si notre idée n'est pas d'avoir une vision très fonctionnelle de la littérature, au sens où, voilà, ça sert à tel but, ou une vision moralisatrice, c'est pas du tout ça. Il s'agit, je vais l'expliquer tout à l'heure, d'avoir aussi une réflexion esthétique, se dire qu'il faut aussi promouvoir des livres qui soient de qualité dans leurs textes, dans les images, puisque c'est grâce à cette qualité aussi que la construction des identités peut se faire. C'est en ce sens en fait que la littérature pour enfants, à mon avis, peut jouer ce rôle dans la promotion des rôles et des modèles positifs du point de vue du genre, et pas juste, il ne s'agit pas d'asséner un message moralisateur soit aux enfants, soit aux parents ou aux prescripteurs du livre en disant ça c'est pas bien, ça c'est bien, hein, c'est évidemment plus subtil que ça. Dernière petite précision aussi sur la question de la définition du genre, qu'on confond parfois avec appartenance à un groupe de sexe. Donc le genre, qu'est-ce que c'est ? C'est une construction sociale, des constructions sociales et culturelles et historiques qui ne coïncident pas toujours avec les frontières des groupes sexués. Ce sont des identités, c'est la féminité ou la masculinité, qui ne recoupent pas toujours forcément les groupes sexués que sont les femmes et les hommes. Donc c'est une construction. Qu'est-ce que sont ces stéréotypes de genre ? Eh bien, ce sont des schémas en fait très simples, mais qui sont profondément enracinés dans les comportements, les attitudes, les goûts, les professions, les objets, etc. Et dans ces visions stéréotypées, par exemple, on va attacher donc des dimensions particulières. Donc, par exemple, l'une des plus connues, évidemment, c'est de dire que le rose, c'est pour les filles, le bleu, c'est pour les garçons. Mais tout ce qui est de l'ordre de l'espace intérieur, des soins de la maison, des enfants, de tout ce qu'on appelle le care en anglais, hein, C-A-R-E, c'est-à-dire tout ce qui est de l'attention aux autres, l'empathie, ça est de façon stéréotypée, ça va être mis du côté du féminin. Alors qu'on va mettre du côté du masculin tout ce qui est de l'ordre plutôt de l'extérieur, de la sphère publique, de l'action. De cette séparation, en fait, de ces oppositions, de cette opposition diamétrale, en fait, dans cette opposition se construit une hiérarchie et des inégalités et des rapports de domination, comme l'a montré par exemple Pierre Bourdieu, ou comme l'a très très bien aussi décrit l'anthropologue Françoise Héritier, que vous connaissez sans doute, qui a parlé de valence différentielle des sexes. La valence différentielle des sexes, c'est-à-dire vraiment donner non seulement faire une différence, mais dans cette différence, construire une hiérarchie, et systématiquement, tout ce qu'on va mettre du côté du masculin sera valorisé, positif, alors que ce qui est du côté du féminin sera dévalorisé. Et ça, quel que soit. C'est-à-dire que si dans une société, comme l'a montré Françoise Héritier, ce sont les hommes qui portent des bijoux, s'occupent des enfants, ce qui peut être le cas, c'est ça qui va être valorisé, alors que dans une autre société, vous renversez les choses. Alors, dans plusieurs pays européens, ces représentations et ces modèles de genre sont encore parfois très traditionnels et très conservateurs, ce qui peut être relevé d'un contexte socio-culturel particulier. Donc il y a des différences remarquables entre les pays européens. Je ne vous cache pas que quand on travaillait avec la Bulgarie, alors ce n'est pas avec les collègues bulgares que ça pose problème, mais pour elles, parce qu'il y a essentiellement des collègues femmes bibliothécaires, c'est un sujet qui peut tout à fait poser problème.
Et cet été, donc nous sommes présents sur les réseaux sociaux, et cet été, les collègues de Bulgarie, justement qui avaient fait la promotion des livres, la collection itinérante était là-bas, ont dû faire face à une attaque vraiment très très violente et très haineuse par rapport à leur travail sur les réseaux sociaux. Alors il y a des différences entre pays européens sur lesquels justement la question des traductions peut être intéressante. Alors, dans le contexte en France, il existe déjà des travaux qui ont été faits sur ces questions-là, bien sûr. Il y a des ressources qui existent déjà, des bibliographies, des études. Alors, nous avons la chance ici à la bibliothèque d'en avoir plusieurs que vous pourrez regarder ou que je peux vous faire passer, puisqu'il y a vraiment un fond lié à cette question. Je ne sais pas si on peut les faire passer. Mais ces études sont surtout en psychologie, en sociologie, en histoire, encore assez peu en littérature, à l'exception peut-être de ces livres que je mentionne, de ces études. Donc l'ouvrage qui est vraiment passionnant de Nelly Chabrolgagne qui s'appelle Filles d'album et qui s'intéresse aux représentations donc, du féminin dans l'album, et elle part vraiment depuis le bébé jusqu'à la femme âgée, hein, en remarquant que le bébé, c'est très souvent un nouveau-né, on dit un nouveau-né, on ne dit jamais une nouvelle-née, par exemple. Hein. Que le bébé, par défaut, est masculin. Vous savez qu'en français, le neutre, c'est masculin, mais donc du coup, c'est pas neutre si c'est masculin. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un livre tout à fait passionnant sur l'album. Et puis, plus récemment aussi, mais plus généralement sur la littérature, aussi sur le roman, donc 2 tomes qui circulent là, que vous avez à la bibliothèque. Être une fille et un garçon dans la littérature pour la jeunesse, donc en France, dans la deuxième moitié du XXe siècle, et ensuite en Europe, plutôt sur une période 19e, 20e siècle. Donc là, ce sont des études de cas, des études ponctuelles, qui portent sur l'album, le roman, voire le documentaire, et sur des pays comme l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Norvège, etc. Voilà, donc ça, ce sont vraiment des... Mais à part ces études-là, il y en a finalement assez peu. L'idée donc est de promouvoir par la bibliographie une littérature pour la jeunesse positive du point de vue du genre, parce que bien la production actuelle, alors quelques exemples italiens ou français par exemple, hein, voilà ici, ça c'est ce qu'on peut vraiment trouver de façon classique en librairie. Donc là une petite fille hein, qui fait qui s'occupe de repasser avec sa maman, voilà, on imite la maman. Et puis, donc, c'est la dichotomie classique entre pirate d'un côté et princesse de l'autre. Alors, j'ai rien contre les pirates et j'ai rien contre les princesses. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est quand on arrive à plutôt ce type de production, comme chez Fleurus, hein, pour les petits, où, là encore, vous allez retrouver ce que je disais tout à l'heure, les garçons vont du côté de l'action, du véhicule, tout ce qui est positif qui bouge, hein, la moto, la fusée, le sous-marin, etc. Alors que pour les filles, on va proposer des modèles. Alors, elles jouent, vous voyez, mais enfin, en fait, elles le font. Hein. La princesse, la coiffeuse, la secrétaire, le ménage. Et on n'imagine pas d'avoir la fille dans la fusée ou le garçon qui est coiffeur. Alors que, bon, évidemment... C'est ça l'idée de pouvoir de ne pas mettre les gens dans des cases ou les enfants dans des cases, de se dire voilà, toi, ton métier, ce sera ça. Alors, donc partons de ce constat, quels sont les critères de la bibliographie? Alors, donc chaque partenaire a cherché des livres qui soient dans sa langue originale ou comme je disais tout à l'heure, éventuellement des livres traduits dans la langue du pays partenaire. Donc nous, par exemple, des livres traduits en français, ça peut être un livre norvégien ou un livre allemand traduit en français. Mais nous, essentiellement, nous nous sommes occupés de livres publiés initialement en français, en sélectionnant 2 groupes de livres, des livres pour les enfants de 3 à 5 ans
et également les livres pour les enfants de 6 à 10 ans. Alors ça, c'était déjà un critère très important parce que ça nous a fait exclure d'emblée la production pour adolescents dont je vous parlerai après tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous me demandez pour le mémoire, Oui. pour les adolescents Oui, vous avez le droit de prendre les adolescents. Oui. Vous allez voir pourquoi après. Alors, ensuite, nous avons défini des critères aussi sur la date de publication. Pourquoi ? Parce que il nous semble capital que ces livres soient disponibles, c'est-à-dire disponibles dans le commerce, et qu'on puisse se dire, en regardant la bibliographie, de les trouver donc soit dans les bibliothèques partenaires, mais si vous habitez en Bulgarie ailleurs qu'à Veliko Tarnovo, ou en Italie ailleurs qu'à Forlì, etc., ou ailleurs en Irlande, ou partout, n'importe où dans le monde, dans n'importe quel pays, vous n'avez pas forcément accès à la bibliothèque. En revanche, vous pouvez, voilà, l'idée c'est de se dire qu'on peut les trouver dans le commerce. Donc, on est parti sur des livres plutôt récents, publiés à partir, alors je crois que le critère c'était 97, quelque chose comme ça, sur 20 ans, mais qui soient toujours édités, toujours disponibles. Et là, c'est vraiment très compliqué parce que on se rend compte que la disponibilité d'un ouvrage en littérature jeunesse est parfois très très courte. Et un livre, on l'a à peine repéré, lu, analysé et fait entrer dans la bibliographie, qu'après, quand on doit l'acheter, on s'aperçoit que, ah ben non, il n'est plus disponible. Donc, d'où l'idée aussi, avec les éditeurs, de peut-être susciter des rééditions quand il y a vraiment des livres très intéressants. Nous avons fait quelques exceptions pour les dates de publication, pour des ouvrages qui sont un petit peu plus anciens, mais qui sont toujours disponibles et qui pour nous représentent des classiques sur cette question. Je pense, alors je ne sais pas s'il est là, à Fifi Brin d'Acier, qui est là-bas. Donc Fifi Brin d'Acier, qui a été traduit en français, enfin dans sa traduction maintenant de référence en 1995, mais qui date de 1945 et qui est un livre suédois, qui a été traduit en français, mais aussi dans quasiment toutes les langues, en tout cas toutes les langues de nos pays partenaires, y compris la Bulgarie. Voilà, donc ça on considère que c'est un livre indispensable et donc nous l'avons inclus dans la bibliographie. De la même manière, Little Women ou les 4 filles du docteur March ou les sœurs March, enfin il y a plusieurs titres possibles en français, est considéré comme un classique aussi. C'est un livre du 19e siècle, qui date de la fin du 19e siècle, mais qui est vraiment très fondateur dans cette question-là. Donc il concerne des lectrices un peu plus âgées, ou des lecteurs un peu plus âgés. Il est un peu plus ancien, mais on a fait quelques exceptions pour ces livres-là. Donc la date de publication, la disponibilité, j'en ai parlé. Alors, le genre maintenant, le genre au sens genre littéraire. Nous avons sélectionné des albums essentiellement, des romans également, et éventuellement quelques documentaires lorsqu'ils nous semblaient tout à fait intéressants ou pertinents, comme La famille dans tous ses états, qui je sais pas où, qui est en version puzzle là-bas. Je vais vous parler des puzzles après. Vous avez une grande affiche là-bas, La famille dans tous ses états. C'est vraiment un livre absolument passionnant sur tous les types de familles. Nous avons assez peu de poésie parce qu'il en existe très peu. Et nous avons une petite production théâtrale qui, elle, existe, qui est très très intéressante parce qu'en général, elle est extrêmement militante et très bien faite. Mais pour l'essentiel, ce sont des albums et des romans. Le 5e critère était sans doute le plus compliqué et le plus sujet à débat entre nous. C'est celui des critères esthétiques et littéraires. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que l'idée, c'est pas de promouvoir une littérature qui soit uniquement militante, mais au détriment de la qualité des textes et des images. Donc, nous avons essayé de trouver des livres qui nous semblaient vraiment aussi réussis de ce point de vue-là. C'est un critère complètement délicat parce qu'il fait appel à notre subjectivité, bien sûr. En même temps, une subjectivité qui est aussi liée à notre travail, aussi bien d'enseignant-chercheur que de bibliothécaire, à savoir d'avoir quand même une certaine expertise dans le domaine des livres pour enfants.
d'avoir une idée de la production et comment tel livre se situe dans la production. Cette qualité littéraire, nous y tenons, justement pour ce que je vous disais, j'insiste là-dessus. Il ne s'agit pas d'une littérature à message, il ne s'agit pas de matraquer une idéologie de toute force au détriment de la qualité des textes, mais la littérature de jeunesse, elle est par essence faite de ces deux aspects, c'est-à-dire de l'esthétique et de la didactique, si on veut. Et on ne peut pas les séparer, en revanche, il faut voir comment ça s'articule au mieux. Il ne s'agit pas de l'un au détriment de l'autre. Et puis donc le dernier critère, évidemment, il faut que les livres soient positifs du point de vue du genre, c'est-à-dire des livres qui ne soient pas stéréotypés. Alors parfois, on a eu des discussions sur des livres qui, pour dénoncer des stéréotypes, les renversent et font naître d'autres stéréotypes. Donc là, on s'est dit, ben voilà, c'est pas possible. Ou qui font apparaître d'autres stéréotypes sur d'autres questions. Par exemple, sur des questions sociales, où là, on va retrouver des inégalités. Alors, c'est l'inégalité garçons-filles, mais on n'en parle plus. Mais en revanche, il va y avoir des inégalités sociales. Ou des stéréotypes sur les enfants à l'école. Il y a un repas, bon bah voilà, Leïla, sa mère évidemment, elle a fait du couscous par exemple. Alors ça évidemment, ça bah non, on peut pas se dire qu'on va, non, on peut pas promouvoir des livres qui vont remplacer des stéréotypes par d'autres stéréotypes. C'est pas du tout l'objectif du projet. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, on en élimine beaucoup. Donc ça demande beaucoup de lecture, mais c'est très intéressant d'en discuter entre nous. Parfois on n'est pas d'accord d'ailleurs. Voilà. Alors. Voir aussi quels sont les thèmes dans les livres. Alors, ça peut concerner la famille, l'école, les métiers, les émotions, etc. La question aussi de l'homosexualité, de l'homoparentalité, qui sont des questions qu'on voit aussi apparaître dans les livres pour enfants. Donc, la question des identités, vraiment aussi sexuelles. Voilà, d'avoir par exemple il y a un livre italien que nous aurons, je pense, dans notre liste, où c'est une petite fille qui raconte le mariage de son oncle. Alors c'est une histoire, c'est assez trépidante, on voit un mariage de l'oncle et tout ça, et à la fin, donc, on s'aperçoit que le mariage de l'oncle s'est marié avec son compagnon, donc c'est le mariage de l'oncle. Et c'est ça qu'on appelle aussi non stéréotypé, c'est-à-dire qu'on va pas, de toute force, c'est l'histoire d'un mariage. Sauf que bon, voilà, à la fin, vous voyez que l'oncle il se marie avec un homme. Et c'est pas quelque chose, on va dire, ah, il faut absolument être respectueux. Oui, c'est ça derrière, mais l'histoire se déroule. Ce qui est important, c'est le rythme de l'histoire, les sentiments de la petite fille, etc. Voilà. Alors, du coup, voilà quelques livres qu'on peut avoir. Puis je vais vous montrer le site, du coup, ce que ça donne. Donc des livres que vous allez pouvoir retrouver ici. Alors voilà, dans les livres vraiment classiques, par exemple l'histoire de Julie qui avait une ombre de garçon, c'est un livre de 1976 qui a été réédité, qui vraiment fait figure de livre, on va dire, pionnier dans ces questions-là. Ça évidemment, il fallait qu'on le mette. Donc soit on va avoir des livres chez des éditeurs vraiment très militants comme Talent Haut, qu'on a en bas qui est traduit, ou des éditeurs plus grand public. Donc c'est chez Nathan que est publié ce livre qui est très amusant et très réussi à mon avis sur ces questions-là. Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi, qui a donné lieu après à toute une série. Alors je crois même que maintenant il y a un dessin animé avec Mademoiselle Zazie. Mais bon, celui-là, moi je le trouve très réussi. Alors, donc il faut que maintenant j'aille sur le site. Espérons que ça fonctionne toujours. Visiblement. Voilà. Donc le site, vous avez l'adresse sur les petits flyers. Ah bon, on voit rien. Est-ce que c'était facile? Pourquoi on voit rien? Moi je le vois. Stéphane, tu sais comment ça marche? On a... Il n'y a pas la même chose à l'écran. En principe, c'est ça, dupliquer. Tu devrais le faire. Ok, c'est bon. Merci. Voilà. Bon, là vous voyez. Donc le site, alors bon,
Voilà, donc là vous choisissez par défaut, à partir du moment où je me connecte en France, je vais avoir la version en français, mais vous pouvez la voir, je pense ici. Voilà, la même chose en italien, donc ça implique des traductions aussi entre nous, c'est-à-dire qu'on a tout traduit, voilà, tout traduit dans toutes les langues. Voilà, si vous avez envie de le regarder en espagnol, vous aurez aussi la version en espagnol, etc., etc., ou même en bulgare. Voilà, voilà aussi. Donc les 6 langues sont représentées. Alors, donc on a évidemment une page traditionnellement pour expliquer tout ce que je vous ai dit, présenter le projet en mettant quelques-uns en avant à chaque fois, les objectifs, etc. Donc dire qui nous sommes, évidemment, ça c'est la moindre des choses, aussi ici. Voilà, donc ça s'adresse, cette partie-là, plus à des adultes. C'est plutôt un site pour adultes, mais qui peut être aussi utilisé par les enfants. Donc les contacts. Alors voilà, donc la bibliographie. Donc vous voyez ici, vous avez deux... Quand je me mets dessus, soit j'ai la bibliographie Gbook, soit j'ai bibliographie for Kids. Donc, on peut voir tout de suite celle-ci. Si ça marche. Oui. Voilà, donc là, c'est plus la partie qui est... Voilà, c'est pas encore forcément complètement facile pour des enfants, mais c'est la partie moins professionnelle, on va dire. Où là je me dis, ah bah tiens, je cherche un livre sur l'estime de soi. On a les mots-clés. Et donc il va me faire la sélection avec tous les livres qui contiennent le mot-clé estime de soi. Donc il va être plus facile à trouver. Alors ensuite, bah, si je me dis, tiens, celui-là, qu'est-ce que c'est? Long cheveux de Benjamin Lacombe. Donc, on clique sur l'image. Là, vous avez un livre norvégien, là, justement ici. Voilà, et là, vous avez la fiche. Alors, la fiche, qu'est-ce qu'on trouve dans la fiche du livre? Eh bien, un résumé. Alors, en général, ça peut être court ou un peu plus détaillé. Et surtout, une partie commentaire. Voilà. Une partie commentaire ici. Nous avons utilisé parfois des travaux qui ont été faits par des collègues avec leur autorisation et en les citant, bien sûr. Parce que vu la tâche et vu que nous, on fait ça en plus de notre travail, voilà, je le précise. Enfin, c'est intégré en partie, mais pas complètement. Donc nous avons utilisé des notices du catalogue de la Bibliothèque nationale de France et du CNLJ qui sont disponibles, je crois, à l'utilisation depuis janvier 2018, ce qui pour nous a été un miracle, voilà, parce qu'on pouvait les utiliser. Et surtout quand on les trouve sur le site de Ricochet, qui a de très très bonnes notices critiques. Et donc là, sur Ricochet, on a pu aussi utiliser en leur demandant leur autorisation. Donc ils sont cités le cas échéant. Donc le commentaire, c'est là que le commentaire s'adresse pas aux enfants spécialement, plutôt aux adultes. Et puis après, de façon un peu plus professionnelle, donc toutes les indications bibliographiques et, ce qui est important aussi, les disponibilités. Donc par exemple, ce livre-là, on sait qu'il existe en espagnol, normalement, voilà. Et là, vous avez le même, on a fait un travail évidemment de chercher quels sont les livres déjà traduits. Donc celui-là, par exemple, il est traduit. Donc c'est le même commentaire à peu près, voilà, mais traduit en espagnol. Alors, je vais revenir en français parce que l'espagnol c'est pas mal long. Alors ça c'est plutôt, voilà. Si je vais sur bibliographie Gbook, sans aller sur bibliographie for Kids, je vais avoir une recherche un petit peu plus fine qui est possible. Alors, soit j'ai déjà un titre voilà, en tête. Voilà. J'ai les auteurs aussi que je peux faire défiler, les maisons d'édition, etc. Sélectionner des tranches d'âge et trier par résultat. Alors, par exemple, je sais pas, vous cherchez un livre sur quoi? Voilà, vous avez les mots-clés.
Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Sur l'école? Allez, on met l'école. L'école pour les 6-10? Je soumets. Et donc là, j'ai 8 titres qui vont sortir. Donc je vous disais, évidemment, il en existe beaucoup plus. Mais à un moment, si on voulait se mettre au travail et créer quelque chose qui soit de le faire, ce site, parce que sinon on ne l'aurait jamais fait, il a fallu qu'on s'arrête. Donc là, vous avez à chaque fois donc là, toute la sélection de ce qui est... Voilà, je déteste l'école. Et si on clique, on va avoir... Donc pareil, le résumé, le commentaire, donc là qui vient de Ricochet par exemple. Hein. Et aussi, là vous avez la langue originale. Donc là il se trouve que c'est un titre traduit en français. Donc si je veux voir le texte original, il est également disponible en anglais, c'est-à-dire dans sa langue originale. Et ici, sauf qu'on n'a pas la bonne couverture, mais on va avoir la même chose. Voilà, also available in French. Donc, je ne les ai pas remerciés tout à l'heure et je m'en excuse, mais c'est vrai qu'au niveau de la bibliothèque, c'est un gros travail, hein, puisqu'on a Francine Casas, on a Nolwenn Briançon, on a Stéphane Audard pour la partie valorisation, un peu Fanny, enfin il y a vraiment un gros travail donc, de recension, de lecture, d'analyse, de vérification de l'ouvrage, de la disponibilité de l'ouvrage, et une forme de catalogage, du catalogage. Donc c'est quelque chose qui, Nolwenn est à temps plein par exemple sur le fonds Livre Trésor. Donc c'est quelque chose qui pour nous est significatif. C'est un fonds auquel on est attaché et donc on essaie de mettre les moyens pour le valoriser, mais c'est un travail qui est lourd. Et donc quand il est finalisé et réalisé sous cette forme, on est assez content parce qu'on peut montrer ce qu'on fait. Voilà, toutes les heures qu'on y passe. Alors, autre point important de ce site, nous avons créé des parcours thématiques, donc sur 6 thématiques, le corps, les sentiments, les émotions, diversité, égalité, famille et personnes célèbres. L'idée, c'est d'avoir, par exemple, on va prendre les personnes célèbres. Donc là, pareil, vous les avez dans les 6 langues. Donc, les personnes célèbres, alors celui-ci donc, avait été créé par, on s'est réparti le travail, donc par Sarajevo. Donc ici, vous avez un texte qu'on a travaillé aussi après entre nous, qui explique voilà, ce qu'on peut faire, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette thématique, l'importance des modèles positifs aussi, en sens de personnalité importante. Et donc, dans cette thématique, vous allez avoir à chaque fois des références bibliographiques qui vont toujours vous renvoyer au catalogue et à la bibliographie. Donc on va toujours retrouver ici, dans celui-là, que vous connaissez peut-être parce qu'il a été traduit, c'est un livre italien et anglais traduit en français, il a été traduit dans beaucoup de langues. Donc voilà, voilà par exemple les modèles féminins, donc Marie Curie, Frida Kahlo, Ada Lovelace, etc. Donc, ou d'autres livres sur le militantisme, sur l'éducation, sur l'engagement des filles, voire des toutes petites filles, comme dans Ruby Tête Haute, qui est un très bel album sur l'histoire de cette petite fille en Louisiane qui à 6 ans a été la première petite fille noire à entrer dans une école uniquement blanche aux États-Unis, en Louisiane. Donc comment cette petite fille a dû faire face à la violence, sa petite fille et sa famille, à la violence autour d'elle. Donc voilà, des histoires vraies. Donc là, on est entre le documentaire et la fiction. Enfin, c'est pas une fiction, c'est une histoire vraie, hein. mais reprise et avec de nouvelles images. Donc voilà, des parcours thématiques, des ressources. Alors les ressources, donc soit pour en savoir un petit peu plus, pourquoi est-ce qu'on travaille là-dessus, parce que c'est quand même toujours important d'essayer d'expliquer notre projet et de le justifier. Et puis aussi une partie glossaire qui nous semblait importante parce qu'on entend souvent, on peut lire dans les médias un certain nombre de termes qui ne sont pas toujours très clairs ou qui ne sont pas toujours employés de façon très correcte. Et il nous semblait intéressant de faire le point, donc je parlais de genre, mais parfois on dit cisgenre, qu'est-ce que ça veut dire, même un petit point sur la diversité, sur l'égalité des sexes, qu'on entend par sexe, par genre, etc. Un petit point sur le féminisme. Ce sont des définitions assez courtes, des toutes petites synthèses, mais qui permettent de retrouver un petit peu
d'apporter plus de clarté sur des terminologies qui parfois ne sont pas toujours très très bien utilisées, voire utilisées comme quand on parle des opposants qui parlent de théorie du genre, qui n'a jamais existé, bien évidemment, hein, de faire le point par rapport à ça. Et puis la partie, je termine sur le site avec la partie la plus ludique, c'est celle des jeux. Donc, que vous avez ici, donc quelques exemples. Des jeux ont été réalisés donc, en Italie par des étudiants en design pour essayer de promouvoir, d'avoir aussi une autre utilisation à la fois de ces questions et aussi des livres. Donc il y a deux jeux qu'on peut télécharger assez facilement. Donc là, c'est une impression que j'ai fait faire simplement par la reprographie et coller sur du carton. On peut l'imprimer en papier. Hein. Donc sur celui-là, par exemple, qui est assez simple dans son idée, c'est simplement un labyrinthe. Hein. Vous avez des figures féminines et puis il faut essayer de retrouver avec le doigt. C'est un peu emmêlé. On avait essayé de le faire, on se perd un petit peu. Et qui vous renvoie donc à des figures qui ont été aussi choisies en fonction du projet, puisque vous allez y trouver Maria Montessori, Marie Curie, ou alors Frida Kahlo, Espagne, Mexique, Zlata Filipović, qui est parfois, je ne sais pas si vous la connaissez, on parle parfois d'elle comme la Anne Frank de Sarajevo. Bon, par chance, elle n'a pas eu le destin absolument tragique, mais c'est une petite fille, une adolescente qui a écrit un journal pendant le siège de Sarajevo lorsqu'elle avait 11 ans. Et qui donc a livré un témoignage à hauteur d'enfant sur le siège de Sarajevo. Et on a ajouté aussi Malala Yousafzai, que vous connaissez sans doute, hein, qui est cette jeune militante pakistanaise qui a été gravement blessée et qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2014. Alors, un petit peu plus élaboré, on n'a pas eu le temps de le découper, mais on le fera. Un jeu de loi, mais qui est un jeu de loi un petit peu plus complexe parce que en fait, vous allez devoir tirer des cartes qui vous posent un certain nombre de questions. Alors par exemple, voilà, la première personne qui pose son doigt sur Cléopâtre va avancer de 2 cases. Bon, voilà, comme ça on s'identifie. Ou parfois, ça peut être un peu plus ludique. Voilà, vous tirez une carte, c'est la carte danse. Je crois que c'est celle-là. La danse, c'est aussi fait pour les garçons, fait comme Billy Elliot, donc à chaque fois on fait référence à un livre. Donc Billy Elliot, c'est un film, je pense que vous connaissez, mais à l'origine c'est aussi un livre. Fait comme Billy Elliot, fais une petite pirouette et tu avances d'une case. Hein, donc revenir aussi au livre, aux questions, mais de façon toujours ludique et pour s'amuser. Voilà. Alors, dans les jeux, il y a aussi que vous pouvez télécharger des poupées en papier. Ensuite, portrait. Les poupées sont là. Alors, il y a des poupées à télécharger. Donc, que vous pouvez découper, c'est le principe de la Paper Dolls. Donc, soit elles sont déjà en couleur, soit on fait ce qu'on veut. Si on a envie de les colorier en vert ou comme n'importe quelle couleur, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, on a le droit. Et avec des habits qui renvoient à des activités, à des professions, et que là encore, l'enfant peut s'amuser à mixer comme il veut. Donc, ça peut être le jardinier, mais si on a envie de mixer jardinier et cuisinier, c'est pas forcément on fait ce qu'on veut. Voilà, on les colorie comme on veut, etc. Donc, il y en a plusieurs que je peux vous faire passer. En prenant quelques profession dite stéréotypée, on se dit les pompiers, c'est les garçons qui veulent être pompiers. Si on a envie que ce soit la petite poupée en papier fille, on met la petite poupée en papier fille. Voilà. Et si on a envie que ce soit la petite poupée en papier fille noire, par exemple, on met ça. Voilà. Parce que des pompiers femmes noires, c'est rare quand même. Et pourquoi pas? Parce qu'elles sont femmes et qu'elles sont noires, qu'elles peuvent pas être pompiers. Donc, voilà.
peux vous les faire passer aussi si vous voulez. Un petit peu. Voilà. Alors, pour rester dans les jeux, nous avons aussi fait... Alors là, je vais revenir à mon PowerPoint, je pense. Non, je vais vous les montrer. En fait, c'est mieux. Je vous montrerai le PowerPoint après. Donc, à Paris 13, nous avons la chance aussi d'avoir un espace consacré aux jeux, qui est un Fab Lab, qui s'appelle maintenant même un Game Lab, qui se situe à l'UFR Lettres, l'UFR LSHS. Et donc, en partenariat avec ce Game Lab, donc nous avons réalisé, voilà, c'est surtout Nicolas Piñeros qui l'a fait, des puzzles à partir de couvertures. Donc nous avons imprimé avec l'accord des éditeurs et donc tout ça en respectant les droits, hein, bien sûr, la couverture de certains albums qui nous semblait intéressant, et ensuite, je pourrais vous amuser tout à l'heure. Voilà. Ensuite, un puzzle à faire à partir de ça. Voilà. Je vais le mettre là-bas. En pièces détachées, il faudra le refaire. L'idée étant toujours de revenir au livre d'une façon ludique. Ouais. Donc il y en a plusieurs, vous pourrez vous amuser à les faire. Bon, alors, les difficultés en fait du projet, j'en ai parlé un petit peu. L'une des difficultés est celle de la contrainte du calendrier, parce que je vous ai dit, on a commencé en juin, enfin, en fait on a vraiment commencé à travailler en juillet 2017. Nous nous arrêtons en décembre 2018. Qu'est-ce que ça veut dire s'arrêter? Ça veut dire que on ferme l'argent, hein, on n'a plus d'argent parce qu'on est financé. Oui, ça, j'en ai pas parlé, mais concrètement, l'Université Paris 13 reçoit un financement d'environ 30 000 € pour 18 mois, ce qui est plutôt confortable, qui nous permet d'acheter des livres, de faire nos missions à l'étranger, d'organiser des événements, comme on va le faire. Voilà, d'imprimer des tas de choses comme ça. Donc il y a la contrainte du calendrier, ce qui nous impose parfois des urgences, et qui impose aussi à tous les collègues des urgences. Et ça, c'est compliqué, d'autant plus que du coup, vous les multipliez par 6, comme il y a 6 équipes, il faut que tout le monde puisse travailler. Alors, travailler aussi à 6 équipes, c'est-à-dire beaucoup plus de gens, et être bien d'accord sur les méthodes, bien d'accord sur les critères, ça a été assez long. Par exemple, donc je vous ai dit, on a commencé en juillet 2017, on a défini tous les critères dont je vous ai parlé. En janvier 2018, quand on s'est vus tous ensemble à Dublin, nous n'étions encore pas complètement au point sur la compréhension par l'ensemble des collègues de tous les critères. Notamment, qu'est-ce que ça veut dire que positif du point de vue du genre? Effectivement, c'est un petit peu compliqué. Comme je vous l'ai dit, il ne s'agit pas d'avoir un stéréotype qui en remplace un autre. Ou bien, je me rappelle qu'on a travaillé sur... on avait discuté sur un livre de Béatrix Potter qui date... En fait, c'est un manuscrit qui date de 1914, qui a été retrouvé récemment et qui a été publié en 2016 et qui s'appelle The Tale of Kitty in Boots. C'est l'histoire de Miss Kitty, hein, ça a été traduit en français. Donc c'est l'histoire d'une personnage sous la forme d'une chatte et qui a des aventures, etc. Qui met ses pieds à la fin, elle retourne, elle fait du thé pour ses invités et elle reste chez elle. Donc la question c'était qu'est-ce qu'on promeut avec ce livre-là? Je sais que les collègues italiennes, elles étaient vraiment complètement contre ce livre, alors que d'autres le défendaient en disant bah si quand même, on voit, elle sort de son quotidien. Oui, mais à la fin, elle y retourne. Alors qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire qu'elle y retourne finalement, elle a fait son... Alors elle, elle voulait absolument pas ce livre-là. C'était pas possible. Mais bon, c'est un récit de 1914. Il y a des contextes aussi. On va pas reprocher à un livre d'être dans son... Il est plutôt féministe pour 1914 et pas pour 2018. Donc c'est ça qui est compliqué. Alors, dans les thématiques aussi, c'est difficile parce que, je vous ai dit,
on ne peut pas parler de tout partout ni à tout le monde. Dans les 6 pays, grosso modo, vous pouvez parler sans aucun problème de la question des inégalités hommes-femmes, du partage des tâches, du fait que les femmes travaillent, etc. Mais il y a des thèmes qui sont beaucoup plus délicats à aborder, beaucoup plus difficiles, notamment dans des espaces de lecture publique. Alors ça peut être aussi le cas en France, bien sûr. Mais la question de l'homosexualité, de l'homoparentalité, par exemple, même si c'est traité de façon très drôle, comme dans ce livre-là. Un livre qui s'appelle Heureux. Heureux de Christian Woltz. Voilà, où c'est... je ne sais pas si vous connaissez peut-être Christian Woltz, certains, il est spécialisé, en fait, son graphisme est très drôle, parce qu'il est fait à partir de récupération de recyclage, hein, on va dire ça, de boutons, de morceaux de cuir, etc. Et donc c'est l'histoire traditionnelle, hein, c'est le roi. Alors le roi c'est Gros Bulle, il n'a pas l'air très commode. Donc alors Gros Bulle, il a un fils et il veut le marier. C'est le prince Jean-Georges, on va marier le prince Jean-Georges. Voilà. Et donc toutes les vaches sont invitées à se présenter. Donc on est sur un modèle un peu de conte traditionnel, comme à la fin de Peau d'âne par exemple, hein, qu'on voit bien dans le film après de Jacques Demy avec toutes les princesses qui défilent. Donc là, toutes les princesses vont défiler, mais il n'en veut pas. Alors, on va dire après, bon, son père commence à se fâcher. Alors, on va en choisir d'autres. Donc, on fait venir toutes les truies. Non, bah toujours pas, non, moi, ça me dit rien. Voilà. Alors, du coup, on va faire venir toutes les plus farfelues, etc. Donc, c'est vraiment le même principe. Et lui, il dit, bah non, en fait, moi, ça fait pas battre mon cœur, désolé, etc. Et alors, une poule, une cocotte, bon. Et alors, à la fin, il lui dit, mais je t'ordonne d'être heureux. Il se fâche vraiment très très fort. Et il lui dit, bah finalement, t'as qu'à choisir. Il en a marre, hein, tu m'énerves, il n'y en a personne. Alors il lui dit, quoi, c'est vrai, papa, je peux choisir? Et il y a un bélier qui est toujours derrière lui, il se fait un petit clin d'œil. Et à la fin, eh bien je choisis Hubert le bélier, lui et moi on s'aime en secret depuis si longtemps, yippee, voilà, et voilà. Et donc ils se marièrent et vécurent heureux, et voilà, et voilà. Et voilà, et ça finit comme ça. Donc c'est traité de façon très légère, très ludique. Là vous voyez quand je vous disais l'esthétique, c'est ça l'exemple aussi, c'est que l'histoire elle est vraiment drôle, elle aborde une question qui l'est pas toujours. Mais de façon très 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 drôle et avec des moyens graphiques qui sont vraiment très amusants et un rythme de l'histoire très drôle. La question du coup que nous nous posons, c'est la question de cet affichage du projet. Est-ce qu'on doit dire explicitement ce sur quoi on travaille lorsqu'on va s'adresser à des enfants ou à des parents? C'est compliqué, nous l'avons eu aussi cette question entre nous à Paris 13 lorsqu'on a fait une journée, une après-midi où on a reçu les enfants. Pourquoi? Parce qu'en fait, on risquerait d'avoir un effet contraire à ce que vise le projet. Pourquoi? Parce que la question des livres qui abordent la question du sexisme ou de l'homosexualité sont souvent des livres qui viennent d'éditeurs militants, qui sont souvent reconnus par la critique, mais qui n'ont, pour le dire vite, que vous n'allez pas trouver en centre commercial, hein, dans des espaces de vente assez peu. Et donc, il y a une question aussi donc, de différence européenne, mais aussi de différence socioculturelle. Et il s'agit de s'adresser à tous les enfants. Et le sexisme, en fait, en même temps, il n'a pas de frontières sociales ni culturelles. Toutes les études montrent que le sexisme, ça concerne absolument tous les milieux. Que le sexisme à l'école, ça concerne toutes les écoles, depuis une petite école de la Seine-Saint-Denis jusqu'à l'école polytechnique, où il y a eu des affaires récemment vraiment très, 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 très dures, très violentes. Donc le sexisme, le harcèlement, l'homophobie, ça existe partout. Donc l'idée, c'est vraiment de s'adresser à tous les enfants. Je dirais, est-ce que si on affiche en disant on va travailler on va lire à vos enfants des livres sur le genre et qui parlent de l'homosexualité de façon super rigolote,
vous pouvez avoir des parents qui vont dire oulala, oulala. Même des éditeurs qui vont dire oulala, non. Même des éditeurs qui publient ça, quand on va aller voir avec nous nos histoires de traduction, ils font ah non, mais moi je veux pas l'étiquette. Il y a une méfiance encore réelle. Parce qu'il ne faut pas heurter, évidemment, il faut convaincre par la lecture. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut convaincre par la lecture? Eh bien, en organisant aussi des manifestations, comme nous l'avons fait il n'y a pas très longtemps. Alors, donc, est-ce que ça marche? Ah non, il faut recommencer, non? Ah non, c'est bon. Alors, non, ça je vous le montrerai après. Donc, par exemple, nous avons organisé au mois de juin dernier une après-midi, dont je parlais à l'instant, à la bibliothèque universitaire pour les enfants des personnels de l'université. Donc, voilà, c'était très festif, c'était très amusant. Donc, les collègues se sont investis pour lire des albums aux enfants, y compris les collègues du service culturel, qui sont là. Lire des albums aux enfants. Le service de communication de l'université nous a réalisé une grande bannière que les enfants pouvaient colorier pour un coloriage participatif. Donc les enfants, il y avait une phase de lecture des albums et ensuite des ateliers, donc atelier coloriage, atelier jeu avec les puzzles. Voilà, que vous avez un exemple ici. Celui-là, on l'aimait bien parce que c'est la famille recomposée et du coup, on l'a faite en puzzle. Donc, il faut recomposer la recomposition avec le puzzle. Donc, ça se prêtait plutôt pas mal au principe du puzzle. Voilà, avec ce petit garçon qui est... Oui, je l'aime bien parce que lui, il est arrivé avec son t-shirt Neymar Junior. Il nous a fait que des dessins de foot et il était à fond sur Princesse Fine-Mouche et sa moto qui est une princesse. Voilà. Donc c'est typiquement ça l'idée on voit bien que ce petit garçon, il est à fond dans le foot. On pourrait dire, il est stéréotypé. Oui, et alors si ça lui plaît, ça n'a aucun problème. On ne va pas se dire aux garçons, arrêtez de faire du foot. L'idée, c'est de se dire qu'on peut faire plein de choses différentes et qu'il y a aussi une égalité dans tout ça. Ça, bien sûr. Alors, ce genre de manifestation, donc, nous en referons très probablement, notamment, je vous disais, au mois de novembre, parce que nous allons accueillir la collection itinérante à Paris 13. On essaiera d'organiser une petite exposition autour de ces livres. Il y aura une rencontre texto avec Gaël Aymon, qui est un écrivain qui est très sensible à ces questions de stéréotypes, qui a notamment écrit un livre que nous avons aussi à la bibliothèque, Les contes d'un autre genre, voilà, qui réécrit en fait, qui utilise un petit peu les clichés du conte traditionnel pour les détourner et proposer d'autres visions. Donc les rencontres textos sont des rencontres une fois par mois organisées avec le service culturel, l'UFR Infocom et l'UFR Lettres, où nous recevons un auteur contemporain vivant. Donc ça permet aux étudiants de lettres de rencontrer un véritable auteur, de lui poser plein de questions. Donc on en a une hier, c'était vraiment passionnant avec Ingrid Taubois. Et en général, nous réservons toujours une séance à la littérature jeunesse. Donc cette fois-ci, on la couple avec le projet G-Book, avec Gaël Aymon. Des étudiants, alors on va recevoir sans doute des classes parce que dès que j'ai commencé à parler du projet, il y a des écoles, tout le monde dit moi je veux venir, c'est super, j'ai envie, voilà. Bon, on a même trop de demandes par rapport à ce qu'on peut faire, donc on espère pouvoir continuer après. Il y a des étudiants, alors il est la révolte des cocottes, des étudiants d'un autre groupe. Donc des étudiants de master en métier du texte et de l'image, du master MTI, qui vont essayer de proposer une lecture théâtrale à des enfants de maternelle de cet album qui s'appelle La révolte des cocottes. Voilà, que vous connaissez peut-être, qui est assez amusant. Donc voilà, dans le poulailler, c'est toujours les poules qui font tout le travail. Si elles ne travaillent pas assez vite, les coqs leur tirent les plumes du croupion. Enfin, ça va très très mal pour les poules. Hein, ça va pas du tout, occupe-toi de mon nid. Et puis il y en a une, à un moment, c'est Charlotte. Alors Charlotte, la cocotte, elle trouve que ça va pas du tout. Elle réunit ses copines, les poules, et elle fait une grande manifestation dans le poulailler. Vous voyez, en général, tous ces livres-là, c'est assez rigolo. Donc elles font une grande manifestation. Le coq s'appelle Haddock, donc Haddock, t'es foutu, les cocottes sont dans la rue. Ça. Donc voilà. Et ça va pas très très bien se passer.
Et du coup, elles vont se mettre en grève, même elles vont faire la grève des poules. Donc là, les poules en grève, et là, le coq est pas content du tout. Et donc, elles vont obtenir finalement un partage des tâches et les coqs et les poulets vont s'occuper des poussins, faire le ménage. Voilà, ils vont parvenir à un accord et à la fin, tout le monde fait la fête, etc. Voilà. Donc ça se termine bien, c'est aussi très très amusant. Donc là, ils disaient que faire jouer les enfants, les faire jouer les rôles des poules, par exemple, en grève, enfin, ils ont plein d'idées pour faire ça. Ils ont participé des enfants de maternelle. Et puis dans ce qu'on fait aussi à l'université, je vous ai parlé du partenariat avec le Game Lab, Ludomaker, qui a un programme qui est vraiment, que je trouve passionnant, qui s'appelle Ma recherche en 180 briques. Donc ils ont un partenariat avec Lego. Et donc dans le cadre du partenariat avec Lego, ils ont proposé à des chercheurs de Paris 13 d'expliquer leur recherche en 3 minutes et en Lego. Donc j'ai essayé de le faire. La vidéo sera disponible prochainement sur YouTube. Je vous enverrai le lien. C'est pas facile du tout. Expliquer sa recherche en 3 minutes, c'est très difficile. Vous voyez, là, ça fait 1 heure que je parle. L'expliquer avec des Lego, c'est pas facile non plus, mais c'est assez amusant et ça nous permet aussi de faire encore la promotion du projet. Voilà, puisque la vidéo sera aussi sous-titrée en anglais pour pouvoir ensuite être diffusée de façon large et présentée aussi avec d'autres projets de recherche, pas que Gbook mais d'autres, dans le cadre du Festival des idées de Sorbonne Paris Cité qui promeut cette manifestation. Voilà, donc j'ai à peu près fait le tour, simplement pour aussi quand même terminer sur cette question que j'ai évoquée tout à l'heure. On arrête en décembre 2018. Et donc, qu'est-ce qu'on fait par la suite ? Alors évidemment, on peut toujours continuer sur notre lancée, recevoir des groupes d'enfants. Ça c'est possible, en sachant qu'il va falloir faire avec les moyens du bord. Mais bon, on sait se débrouiller. Nous avons plusieurs pistes, notamment celle de poursuivre la bibliographie en créant une catégorie d'adolescents. C'est pour ça que, pour répondre à votre question, la bibliographie, on aimerait faire la catégorie des 11-15 ans, donc pour avoir les 3, 5, 6, 10 et 11, 15. Parce qu'il y a une très très grande production sur ces questions-là du côté du roman pour adolescents. Nous les connaissons parce que nous les avons déjà un petit peu repérés, mais souvent on les a mis de côté en disant ça ne concerne pas l'âge des enfants. En revanche, c'est des livres vraiment intéressants, donc on aimerait pouvoir les intégrer. Et puis peut-être une autre piste serait d'intégrer d'autres pays européens. Alors on a plusieurs pistes parce qu'on sait qu'au Portugal, il y a des choses qui sont très dynamiques de ce côté-là. Je sais qu'en Pologne aussi, il y a beaucoup de collègues qui travaillent et qui auraient peut-être besoin aussi qu'on se soutienne, parce que si on est plusieurs, on est plus fort aussi, avec tous les problèmes politiques qui sont posés, notamment en Pologne, dont vous avez sans doute entendu parler, qui sont de la remise en cause du droit à l'avortement, par exemple. Donc voilà, plusieurs pistes sont à l'étude, en sachant que ça veut dire refaire un nouveau projet, recandidater devant l'Union européenne, retravailler encore, mais je pense que Livre au Trésor a vraiment sa place dans ce type de projet. Donc voilà, je vous remercie, et donc si vous avez des questions, on a encore un petit peu de temps, on a aussi encore du café sans doute.